dans cette ère de pandémie. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir l'ouvrage intitulé La valeur des informations avec l'auteur Bertrand Labasse des presses de l'Université d'Ottawa. On va aussi parler avec Caroline Bergeron du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Elle va nous parler de toutes les activités qu'ils font même en période de pandémie. Et tout de suite pour commencer, j'ai Lisanne Réau-Leblanc avec moi. Vous allez sûrement la reconnaître des éditions Interligue, mais cette fois-ci, elle porte son chapeau d'auteur parce que Lisanne, ça fait quelques mois que tu as lancé ton ta première œuvre littéraire, qui est un recueil de nouvelles intitulé Présage. Et la première question que j'ai envie de te poser là, c'est quoi qui t'a motivé finalement à te lancer en écriture? Ça faisait extrêmement longtemps que je rêvais d'écrire un livre. C'était un rêve de jeunesse. Et puis, je raconte souvent que j'ai commencé à écrire dans mon agenda, je pense, au primaire. J'avais des histoires que j'écrivais là, dans les marges, tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'avais en moi depuis très, très, très longtemps. Puis là, c'est super excitant parce que c'est enfin un rêve qui s'est réalisé. Tu travailles dans tout ce qui est littéraire, dans le monde littéraire. Il y a plusieurs ouvrages littéraires, mais pourquoi tu as choisi le recueil de nouvelles? C'est parce que j'ai eu comme plusieurs idées assez frappantes, puis je me voyais un petit peu mal les intégrer parce qu'elles étaient toutes très différentes aussi et très bizarres, on va se dire. Et je me voyais pas faire un roman avec ça parce que c'était trop c'était des idées qui étaient fortes en elles-mêmes, puis je me voyais pas donc les diluer dans un texte un petit peu plus long. Fait que j'ai eu envie de vraiment les exploiter individuellement dans 10 histoires où là c'était vraiment plus concentré et où ça me permettait de plonger là, dans le vif du sujet rapidement, puis d'en sortir aussi rapidement parce que c'était des flashs. Donc, je pense que le genre de la nouvelle leur convenait particulièrement à ces idées-là. Et puis là, tu as mentionné le mot bizarre. Tu l'as dit tout à l'heure, là, les gens vont peut-être se demander, mais de quoi, qu'est-ce qu'elle parle? En fait, le thème général de ton œuvre littéraire est basé sur les superstitions. Pourquoi? Je suis un petit peu superstitieuse moi-même. En tout cas, je l'ai été, disons, dans le passé. Maintenant, pas mal moins, mais c'est parce que j'avais envie d'explorer l'idée. En fait, mes personnages sont tous un petit peu en quête de sens. Je dirais, essayer de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi ça leur arrive. Et puis, je trouvais que les superstitions amenaient un côté comme s'il y avait une sorte de destin, ou en tout cas une ironie du sort qui jouait avec leur vie et sur laquelle ils n'avaient absolument aucun contrôle. Et ça me paraissait vraiment intéressant comme concept, comme possibilité fictionnelle en fait d'imaginer que il y a peut-être quelque chose qui se passe à leur insu et eux ils se démènent un petit peu comme des diables pour essayer de s'en sortir alors que dans le fond ils peuvent pas vraiment s'en sortir parce que cette superstition là qui a eu lieu, puis donc c'est comme si ils n'y pouvaient rien, comme si la nature avait décidé parce qu'il y a tel ou tel signe que c'est ce qui va leur arriver. Donc c'est ça qui me paraissait là, c'est ça très très riche pour mon écriture là, d'aller dans cette voie-là là, des superstitions. Est-ce qu'il y a une superstition qui toi que tu y crois vraiment fermement? Ben, celle que j'ai trouvée pour le recueil, vraiment, j'ai trouvé ça le fun, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des superstitions que les gens connaissaient pas nécessairement, tu sais, parce qu'il y en a qu'on utilise au quotidien, des fois, ils pensent même pas, ou que nos grands-mères nous ont transmis, mettre un chapelet sur la corde à linge, des choses comme ça. Mais là, j'ai vraiment essayé d'aller, de surprendre les lecteurs en trouvant des superstitions qui existent toutes, en passant, celles que j'ai pris comme titre de nouvelle, sont toutes vraies. Ça peut être, il y en a qui sont d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs aussi. Mais moi, c'est certain que je garde des petits, comme je dis, des petits réflexes superstitieux. Des fois, je vais penser à quelque chose de terrible. Là, je me dis, OK, non, faut pas que ça arrive. Là, je touche du bois, puis souvent, il va falloir que j'aille toucher du bois. Comme là, j'ai la table ici, je la touche. C'est un réflexe.
Donc, mais celle que j'ai trouvée, c'est sûr que, en tout cas, je pense que les gens vont être surpris, mais ça, c'est pas des superstitions que je mets vraiment en pratique, là. Il y en a quand même des assez spéciales aussi, tu sais, le basilic redonne la parole à qui l'a perdu, ou un trou dans un chandail porte chance. Tu sais, il y a des superstitions que j'ignorais puis qui sont bien intéressantes pour mes nouvelles. Ben, chez nous, là, tu vas rire parce que dans ma communauté, à moi, où est-ce que je viens de mon pays, il est dit que si une femme est enceinte et que toi, tu as envie d'avoir aussi un enfant, il faudrait juste lui sauter le pied. Et puis direct, là, tu peux tomber enceinte les mois qui viennent. J'étais comme, j'ai jamais cru à ça, là, en tout cas, parce que j'ai assez fait ça, mais jamais. Alors, ça jamais arrivé. Non, jamais arrivé. Alors, si je nous parlais de la couverture de ton livre, l'image, là, elle est assez effrayante, belle, frappante, en tout cas. C'est assez confus pour moi. C'est une œuvre de Karine Payette, qui est une artiste que j'apprécie beaucoup et que je suis tellement contente qu'elle a accepté qu'on prenne cette œuvre-là et qu'on la mette sur la couverture. Je suis extrêmement choyée. Oui, c'est vrai, t'as bien décrit, Claude, parce qu'elle est à la fois frappante, étrange. On se demande qu'est-ce qui se passe. Puis moi, c'est sûr que ce qui m'avait accroché... Ben c'est en fait on peut le voir comme on veut, je pense. Tu sais, pour les spectateurs, la dame, la personne tient un chat sur la couverture, puis on dirait qu'il y a comme une espèce de son bras, oui. est comme rempli de commence à se couvrir de fourrure, comme s'il devenait le chat, comme si elle devenait le chat, ou c'est le contraire, peut-être que c'est elle le chat qui se transforme en femme. On le sait pas trop, mais c'est un peu ça que j'aimais aussi, c'était le côté ambigu de cette image qui va un petit peu aussi avec mes nouvelles, parce que des fois on se dit qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a vraiment eu ce que j'ai, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai lu, est-ce que je comprends bien, est-ce que j'aime ça comme jouer, aller sur la lisière un petit peu où on se demande est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est fantastique, est-ce que c'est la vie après la mort, est-ce que non, est-ce qu'il y a une espèce de métamorphose qui se passe. Je voulais comme emmener les lecteurs dans le doute, dans le malaise un peu, puis je pense que la couverture traduit bien ça. Oui, définitivement. Alors, les dires ici qui se retrouvent dans ton œuvre littéraire, là, est-ce qu'ils sont tous étranges ou t'as joué sur autre chose? Oui, la plupart, le but, c'était l'étrangeté, c'était le bizarre, c'était, en fait, même l'inquiétante étrangeté, je dirais, des fois, on se retrouve dans l'ombre, je voulais que les limites soient floues, tu sais, dans le sens que des fois, on regarde dans la vie aussi quelqu'un qui a l'air bien ordinaire peut finalement se révéler un monstre, quelqu'un qui vit quelque chose peut avoir l'air d'une victime, finalement, c'est le contraire, tu sais. J'aimais cette idée-là de jouer un peu sur les perceptions. Donc, c'est pour ça que je suis allée explorer le genre du bizarre et du fantastique sans jamais tomber là, trop loin dans le genre, mais disons en flirtant, hein, cette idée-là, tantôt que je te disais de ligne, je pense que je l'ai aussi utilisée pour le genre que j'ai exploité, là, c'est-à-dire d'y aller, mais avec modération, en restant dans le réalisme, mais des fois en ayant des petits éléments que, ok, ça c'est bizarre. Fait que oui, c'était important pour moi que toutes les nouvelles aient ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont un peu plus loin, je pense, puis il y en a d'autres qui sont plus quotidiennes, mais il y a toujours une espèce de forme de magie ou comme s'il y avait justement une intervention extérieure au personnage, quelque chose qu'il contrôle pas. Donc pour ça, l'inquiétante étrangeté était un genre de choix là, pour moi, un ton plutôt de choix à aller explorer. Écoute, Lisanne, félicitations à toi. Et puis, je vais inviter les gens là à se procurer Présage parce que ça a eu un très beau succès pour un beau lancement. Et puis, moi, je vais te souhaiter plein de succès encore pour la suite. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude. À la prochaine. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez vous procurer Présage de l'auteur Lisanne Réau-Leblanc, je vous inviterai à visiter le www.delbussoediteur.ca. Là, maintenant, on va parler de tout ce qui est activité du côté du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, parce qu'il faudrait dire qu'ils n'ont pas mis pause sur l'activité. Et pour en parler, Caroline Bergeron, et on veut juste revenir sur la Journée internationale des aînés. Comment vous avez célébré ça de votre côté? Oui, c'est ça, c'était la Journée internationale des personnes aînées et la Journée nationale des aînés au Canada, le 1er octobre qui vient de passer. Le Conseil sur le vieillissement a fait la promotion de cette journée-là pour célébrer les personnes aînées à travers de cartes postales virtuelles. Donc, on a encouragé les gens d'envoyer ces cartes-là
aux personnes aînées dans leur communauté, aux personnes qui leur sont chères pour les célébrer, pour leur montrer qu'elles contribuent énormément à la société et qu'elles sont appréciées. Mais au moins, vous avez célébré. Et puis ça, je pense que c'est important que le monde soit au courant de ça. Vous n'avez pas mis pause sur vos activités. Puis je le vois même sur vos réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Donc, à partir du mois de septembre, on a lancé le Conseil sur le vieillissement, CSV en ligne. Donc, on a vraiment maintenant un programme virtuel qui a lieu sur Zoom. On offre la formation à ceux qui ne sont pas familiers avec l'application. Puis, nos rencontres, on en a eu une en septembre qui était le mardi 29 septembre qui portait sur les soins de longue durée. Puis, on en a eu une qui s'en vient en novembre, le 19 novembre, qui portera sur les résultats d'un sondage qui avait eu lieu pendant la pandémie, au cours de la pandémie, et qu'est-ce que les personnes aînées font pour avoir plus de résilience, qu'est-ce qu'elles font pour vraiment se trouver des activités, pour rester connectées à la communauté, pour survivre surtout en ce moment. la pandémie, oui, c'est ça, avec la deuxième vague qui commence. Donc, on encourage pour ceux qui n'ont pas participé à la rencontre au mois de septembre, le 29 septembre, c'était vraiment très intéressant pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par les foyers de soins de longue durée, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vous encourage fortement d'assister à la présentation en novembre qui sera vraiment très pratique aussi pour aider les personnes aînées à gérer la nouvelle vague de la pandémie. Les rencontres éducatives que vous faites là sont toujours très, très intéressantes avec, dans vos panels, là, vraiment des gens qui donnent de très belles informations. Qu'est-ce qu'on prévoit pour novembre? C'est qui les membres du panel? Oui, c'est Adèle Furry qui était l'analyste, c'est la personne qui a développé le sondage, qui a analysé les résultats du sondage sur la pandémie et les personnes aînées. Elle a également fait ce sondage-là dans différentes villes au Canada. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour la ville d'Ottawa, pour le Conseil sur le vieillissement, de pouvoir tester. C'était vraiment comme le pré-test qu'il y a eu lieu à Ottawa pour voir quels étaient les résultats. Donc, c'est vraiment elle est experte en statistique, donc elle a eu le temps de bien analyser les résultats, de voir quelles leçons on peut tirer de ces résultats-là ici à Ottawa. Alors, pour les rencontres Zoom, là, je sais qu'il y a un nombre limité de personnes que normalement on peut accueillir. Chez vous, vous allez jusqu'à combien? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut accepter jusqu'à 100 personnes, mais jusqu'à présent, c'était pas un problème là, donc on encourage vraiment tout le monde à s'inscrire, à s'enregistrer s'ils veulent. Pour les membres du Conseil sur le vieillissement pour les aînés francophones qui sont membres, c'est gratuit. Pour ceux qui ne sont pas membres, on demande 10 $ par personne. Alors, pour ceux qui ont besoin de formation, comme vous l'avez mentionné, pour se connecter à l'application Zoom pour la rencontre éducative, est-ce qu'on le fait plus tôt ou même la journée même? Ça dépend vraiment de la personne. Dans le formulaire d'inscription, la personne en question peut indiquer que oui, j'aimerais avoir la formation. Puis là, c'est individuel avec les employés du Conseil sur le vieillissement. Donc, c'est selon les disponibilités des participants de la rencontre. Merci beaucoup, Madame Bergeron. Et puis, je vais inviter les gens à vous suivre et sur votre site web et puis sur le Facebook aussi parce que je vois que vous actualisez très souvent des informations là-bas. Oui, on a aussi l'InfoFlash, c'est notre bulletin de nouvelles. Donc, si vous allez sur coaottawa.ca, du côté droit, il y a le bulletin de nouvelles, vous pouvez les inscrire et vraiment recevoir les nouvelles. Et il y a aussi également des mises à jour sur ce que nos partenaires communautaires organisent. Donc, tous nos partenaires francophones, RAFO, MIFO, Retraite en Action, Santé, ils sont tous là. Donc, on partage aussi leurs informations pour garder les aînés francophones informés. Super, super. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Alors, comme elle a mentionné, si vous êtes intéressé, chers aînés, on vous demande de visiter le www.coaottawa.ca ou même de visiter leur Facebook si vous en avez un. Au Conseil sur le vieillissement à Ottawa, vous allez facilement le retrouver et aimer la page pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler avec l'auteur Bertrand Labasse qui a écrit un ouvrage qui a été vraiment salué par beaucoup de médias intitulé « La valeur des informations ». Et la première question que j'ai envie de vous demander là, c'est pourquoi on est attiré par certaines informations et d'autres non?
Waouh! J'ai combien de temps? On a quand même un peu de temps là. Je peux vous faire 420 pages là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je viens de faire. Mais pour résumer, on a tout un fatras de théories. C'est une question qui se pose depuis environ 2000 ans, plus de 2000 ans, en fait, 2700 ans. Et c'est une question assez obsédante. C'est un grand problème théorique. C'est aussi un grand problème civique à une époque où tout le monde part s'intéresser à des informations dont une partie des érudits et des personnes concernées par la sphère publique disent qu'ils ne vont pas choisir les informations qui ont de la valeur. Ça, c'est le contexte. Oui. Maintenant, pour répondre à votre question, brièvement, ce qui ferait bien rire mes étudiants parce que je ne réponds jamais à une question brièvement, mais disons que le problème qui se posait, c'est est-ce que nous sommes motivés par des raisons psychologiques, c'est-à-dire on va vers les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, ou est-ce qu'on est motivé par des facteurs sociaux, c'est-à-dire qu'on va voir le genre d'informations que notre communauté, notre groupe, notre classe sociale nous prédestine, en tout cas nous pousse à apprécier. Et alors, en fait, ce que je veux juste dire là, c'est que j'ai l'impression qu'on se retrouve, parce que moi, quand vous le dites, vous donnez une définition comme ça, je me retrouve dans les deux cas de figure. Absolument, comme tout le monde, comme moi. C'est justement ce qu'il fallait démontrer. Ça a l'air idiot, ça a l'air évident. Mais alors, si c'était évident, comment se fait-il qu'on ne trouve pas ça dans tous les manuels de communication? Parce que sur le plan théorique, il faut choisir un camp. Comme si nous étions soit des créatures psychologiques, soit des créatures sociales. Ça vous paraît absurde? À moi aussi. N'empêche que, d'un point de vue académique, on a tendance à choisir plus... Et il y a d'autres types d'explications d'ordre esthétique, d'ordre... N'empêche que la tradition veut qu'on ait tendance à privilégier une information sur une autre. Or, ce que montre l'examen des données, l'examen épistémologique, des discours, tout ce que vous voulez, c'est que nous sommes motivés simultanément par deux ordres de facteurs, la pertinence cognitive d'un côté et la convenance sociale de l'autre. Si vous ne regardez qu'un seul de ces facteurs, vous pouvez expliquer une partie des choix des personnes, je veux dire nous aussi, mais pas l'autre partie et inversement. Ouais. Et puis dans votre ouvrage, là, vous parlez très fortement de l'effort cognitif maximal que vous venez de mentionner. Et je me rends compte qu'il est différent chez chacune des personnes qui se retrouvent sur la Terre. Pas tellement. L'effort et l'effet cognitif, c'est d'ailleurs ce qui fait la pertinence psychologique. La pertinence psychologique, c'est l'idée, on la pousse depuis David Hume et la philosophie jusqu'à la psychologie moderne, que ce qui nous porte à choisir, c'est l'effort que demande une information. Boy, ça a-tu l'air fatigant cette affaire-là? Oui. Et l'effet qu'elle produit. Waouh, t'as vu? Ça, c'est les aspects psychologiques. Ben, figurez-vous que, évidemment, ils changent selon les personnes. D'abord parce que l'effort change. Moi, je suis professeur d'université pour gagner ma vie. Ça veut dire que je suis surentraîné à lire des choses compliquées. Et quand je dis compliqué, je suis poli. Parfois absurdement compliqué. Donc, ça va me demander moins d'efforts, comme un marcheur en montagne. Ouais. Ça va lui demander moins d'efforts de marcher que, par exemple, quelqu'un qui sort pas de son fauteuil. Donc, ça varie sur les individus, c'est sûr. Et la pertinence varie aussi. Ce qui intéresse mes enfants ne m'intéresse pas forcément, en tout cas pas autant, et réciproquement. N'empêche que, quand on regarde le détail de ce qui fait l'effort de lecture ou l'effet de lecture, c'est le même pour tout le monde. Ce qui change, c'est les proportions. Grosso modo, nous sommes tous motivés par les mêmes choses d'un point de vue psychologique. On parle de différences et autres, là, mais la définition que vous venez de mentionner, ça me ramène aux publicités actuelles qu'on voit. La plupart du temps, là, la publicité n'a rien à voir même avec le produit qui est mis en avant. Mais tout de suite, là, ça va accrocher les gens. C'est fou comment le monde publicitaire est devenu autre chose. Tous les mondes, le monde publicitaire, le monde académique, le monde journalistique, le monde de la littérature, en tout cas une partie de ce monde,
Évidemment, il y a des gens de Flaubert à Julien Gracq qui ne veulent pas en entendre parler, et j'ai plus grand respect, ô combien, pour ces auteurs. Mais le problème, c'est d'obtenir une part d'attention. La ressource rare à notre époque, c'est pas l'information. L'information, on croule tous sous l'information. La ressource rare à notre époque, c'est l'attention. Pour obtenir un peu d'attention des lecteurs, des étudiants, des électeurs, on doit se donner beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de messages qui essayent aussi au même moment d'obtenir de l'attention. Et le job des publicitaires, c'est d'abord d'obtenir de l'attention. Et puis, ils se basent vraiment sur ça parce que quand vous parlez, je vais prendre le cas des médias, là, eux, ils sont vraiment préoccupés à faire passer leur message de la meilleure des manières, là. Mais la plupart du temps, là, le message, il n'est pas perçu comme ils veulent. Oui, alors leur message, permettez-moi de nuancer, quand on dit leur message, on a l'impression qu'ils font des relations publiques. Ce qu'ils essayent de faire passer... Je ne voulais pas le dire, mais OK. Ceci étant, oui, bien sûr, c'est une question de vie ou de mort, non seulement pour les médias, mais pour la société en général. Imaginez que serait le Canada s'il n'y avait pas les médias pour essayer d'informer les citoyens. Et ils ont beaucoup de mal pour ça. Je vais vous donner un exemple, si vous voulez. On y va pour l'exemple. Vous vous souvenez qu'on a eu il y a quelques années, avant Donald Trump, un autre président qui n'était pas considéré comme un type formidable. Oui. C'était M. Bush. On a fait des sondages sur ce que les gens connaissaient avant cette élection. On s'est aperçu, par exemple, que, j'ai les chiffres quelque part, si vous voulez, qu'une très large partie des électeurs, 70%, croyaient que le déficit budgétaire avait augmenté sous Bill Clinton. C'est-à-dire, il y a une espèce de stéréotype qui veut que les démocrates soient dépensiers et les républicains sont rigoureux. Si vous regardez l'état des finances publiques, l'histoire des finances publiques... Jusqu'à aujourd'hui, c'est ancré dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais les médias avaient beau, enfin, une partie des médias avait beau le rappeler, qui est-ce que ça intéresse? La balance d'échange, la politique de la Réserve fédérale américaine, personne. Et dès lors, c'est la sphère publique, c'est l'idée du XVIIIe siècle d'enlightenment, des Lumières, c'est-à-dire de citoyens qui se prononcent de façon éclairée, qui est en jeu par ce problème de pertinence de l'information. Mais comme je vous le disais, la pertinence, c'est-à-dire l'effort que demande quelque chose et l'effet que ça produit, c'est la raison, par exemple, pour laquelle, quand je rentre de l'université, enfin, quand je rentrais de l'université, j'ai une pile de livres à lire qui pourraient servir de perchoir à un vautour tellement elle est haute. Et au lieu de ça, j'allume la télévision pour regarder le football ou quelque chose comme ça. Parce que comme tout un chacun, la pertinence, c'est-à-dire le fait que ça me demande très peu d'efforts et que ça produise beaucoup d'effets, surtout certains matchs, est plus fort que les normes qui me pousseraient, et l'appétit qui me pousserait à m'attaquer à des lectures beaucoup plus difficiles le soir alors que je suis fatigué. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. Ouais. Et quand vous parlez de peu d'efforts, là, ça me fait penser aux réseaux sociaux, à qu'est-ce que c'est devenu maintenant. Et ça joue vraiment sur la désinformation du public, là. Pas forcément sur la désinformation, en tout cas pas tout le monde. Mais sur la réduction de l'effort cognitif, ça c'est sûr. Il se trouve que le quotidien La Presse a récemment pris une citation de mon bouquin, enfin publié un long passage, un long extrait de mon bouquin, dans lequel je citais un autre auteur. Jusque-là, ça va. D'ailleurs, un livre formidable, Amusing Ourselves to Death, de Neil Postman. Bref, un internaute très connu, un animateur de télé, a repris cet extrait-là sur son Twitter, ce qui était très gentil de sa part, très flatté, merci. Mais les gens ont dit « Hey, c'est un plagiat de Neil Postman, c'est pas lui qui a trouvé ça. » Ils n'avaient qu'à cliquer pour aller voir la page, ils auraient vu que c'était une citation. Mais le fait qu'on commente des commentaires et le tout en 5 lignes, dispense d'aller voir de quoi on parle. C'est ainsi que je me suis retrouvé, je dirais pas plagiaire, mais il y a des sous-entendus, c'est pas grave. Mais je me suis retrouvé plus ou moins
plagiaire de quelqu'un que je citais en long et en large avec la date et la page. Au fur et à mesure que les informations, comme passent d'une personne à une autre, là, la modification, elle est faite. Et les gens se font leur opinion Absolument. déjà. Absolument. Mais il faut se méfier de la déploration. On a toujours tendance, si vous regardez bien, vous voyez que je ne suis pas jeune. Et chaque génération, depuis l'Antiquité, considère que la génération suivante ne prête pas son attention à ce qu'il faudrait, qu'elle ne respecte pas ce qu'il faudrait. Ouais. Et la déploration générationnelle est une des tendances les plus fortes et les plus ancrées dans l'histoire de l'humanité. Alors quand je dis, voyons, les gens feraient mieux de lire ça que ça, par exemple mon livre, est-ce que je participe pas moi aussi à cette déploration générationnelle? Est-ce que mon ignorance dans certains domaines de la vie publique, mettons, prenons le rap. Il y a des choses formidables dans le rap. Il m'est arrivé de lire des textes ou d'écouter qui étaient remarquables. N'empêche que je suis d'une ignorance phénoménale dans ce domaine. Je ne connais rien au manga non plus. J'ai un de mes fils qui travaille dans l'édition et plus particulièrement dans une entreprise qui édite des mangas. Donc nous sommes tous les ignorants de quelqu'un. Très vrai. Et avant de dire ce que moi j'estime important, c'est supérieur à ce que les autres estiment important, il faut se poser la question de pourquoi. Quelle est la pertinence de cette chose? Qu'est-ce qui, dans cette chose, mérite notre attention? Si on est capable de se poser cette question, la question c'est... La question, je lis beaucoup de questions. La réponse. Comment est-ce que je vais montrer à quelqu'un que telle œuvre mérite son attention? Avant, on se contentait de profiter de la supériorité morale, c'est-à-dire des normes sociales qui disaient « ceci est un grand auteur, ceci est un contenu noble » et les gens suivaient. C'est quelque chose qui est fini, ce qui veut dire que tous ceux qui prétendent exercer un magistère dans l'espace public, disons les érudits, tout ce que vous voulez, ne peuvent plus se contenter de dire « c'est bien ou c'est mal », ils doivent dire « pourquoi ». Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve ça très bien. C'est vrai, qu'est-ce que vous dites? On l'a appris en marketing. Je l'ai appris en marketing. De justifier l'attention qu'il estime qu'on devrait porter à tel ou tel contenu. C'est ça, oui. Et là, il va nous rester 1 minute 30. Là, ça me fait penser au dernier point, là, qui est le public cible, ce qu'on apprend beaucoup aux relationnistes. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne maintenant à notre ère, là? J'ai l'impression que tant que ton contenu il est attrayant sur le coup, ben, tu peux avoir tout le monde. Non, c'est tout à fait inexact pour des tas de raisons qu'on peut expliquer en théorie. Disons simplement que j'ai étudié un petit peu les théories en publicité et c'est souvent un facteur d'idiotie. C'est des choses que les gens répètent, mais sans interroger les fondements scientifiques de ces choses-là. Le jeu de la discussion, du débat public, il devient très intéressant quand on commence à examiner les raisons scientifiques qui le motivent, ce que j'appelle ces rouages. Il va nous rester 30 secondes là. Écoutez, je veux vous remercier pour votre travail extraordinaire. Félicitations pour toutes les revues qu'on fait sur cet ouvrage. Et puis, je vais inviter les gens à se le procurer. Bonne journée à vous, Monsieur Labasse. Il y arrive. Bonne journée à vous. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de vous procurer cet ouvrage-là, ce sera au www.presseyouottawa.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour en studio demain à 11h. Alors, soyez des nôtres. On va parler de beaucoup d'affaires. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à notre part, Jackie Leduc nous parle de sa nouvelle formule pour son studio de yoga et Cassia Jean nous parle de l'événementiel dans cette ère de pandémie. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Court-Circuit, on rencontre Jessie Benjamin, un artiste à l'univers déjanté à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.